À Chemnitz en Saxe, un clandestin a tué un Allemand. Depuis, les manifestations populaires ne cessent de croître pour contester la politique d'asile de la chancelière Merkel. Alors que l'enjeu dépasse le cadre national et pourrait avoir des conséquences continentales, les médias s'emploient à diaboliser le ras-le-bol. Hulot, Nyssen, Benalla et bien d'autres, les scandales autour du président de la République se sont enchaînés tout l'été et malgré la tempête, Emmanuel Macron semble toujours passer à travers les gouttes. Madame, Monsieur, bonsoir. L'Allemagne est-elle sur le point de se réveiller? Après le meurtre d'un homme de 35 ans, la colère monte outre-Rhin. De nombreux citoyens témoignent leur hostilité à la chancelière Merkel ainsi qu'au système médiatico-judiciaire. C'est un crime qui aurait pu passer inaperçu. Dimanche 26 août, un Allemand de 35 ans est poignardé en Saxe à Chemnitz, en marge d'une fête locale. Le criminel, un Irakien d'une vingtaine d'années, arrivé du Kurdistan irakien en 2015, est accompagné d'un autre immigré, un Syrien. Et si ce meurtre devait, comme bien d'autres, passer aux oubliettes, il n'en sera finalement rien. En Allemagne, après plusieurs années d'immigration forcée, de nombreux citoyens prennent conscience de ce qui se joue sur leur territoire. Ainsi, un gardien de prison, employé du ministère saxon de la Justice, a divulgué des éléments de l'enquête. Au risque de perdre son poste, il a organisé la fuite d'un document photographié et relatif au clandestin coupable, apprenant ainsi au public la nationalité du criminel et le mode opératoire. 5 coups de couteau dans le thorax. Ces révélations ont également permis de savoir que le criminel avait été condamné à plusieurs reprises pour violence et détention de drogue et qu'il devait être expulsé en 2016 avant de contester la décision judiciaire en appel et d'obtenir gain de cause. Le gardien de prison a publiquement fait savoir que la fuite venait de lui. Il a expliqué sa démarche via un communiqué de presse dans lequel il affirme vouloir que ses concitoyens sachent et d'accuser les médias de manipulation ainsi que les autorités publiques de mentir à la population. Dans la ville de Chemnitz, de la taille de Bordeaux ou Lille, se situant en ex-RDA où les sociodémocrates, alliés de la chancelière Merkel au gouvernement, dirigent la ville, il n'en fallait pas plus pour remonter à bloc une population déjà saignée par la crise économique dans une région économiquement plus faible que les Landes de l'Ouest ou du Sud. Depuis le crime et les révélations, des milliers de personnes descendent quotidiennement dans les rues derrière le slogan « Merkel doit partir ». En France, de nombreux médias parlent volontiers de manifestations dites d'extrême droite ou de néo-nazis. Or, derrière cette colère populaire se cachent des situations vécues comme de véritables injustices. Quand vous voyez tout ce qu'obtiennent les demandeurs d'asile comparé aux personnes âgées, aux pauvres, aux jeunes, aux Allemands, et ça, ce sont des faits. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Pas étonnant que la colère éclate. Loin des caricatures et des chemises brunes, les cortèges, s'ils ont connu de légers débordements lundi soir, ont exagérément été qualifiés de chasse aux migrants. En réalité, seules 20 personnes ont été blessées lors d'affrontements. Parmi eux, pas d'immigrés, seulement des militants nationalistes et antifascistes. Quant au mouvement politique à l'initiative des rassemblements pro-Chemnitz, on peut difficilement l'assimiler à une formation brune, puisqu'il a en réalité été créé par des membres dissidents des Républicains allemands, une formation conservatrice, modérée et européiste, ainsi que d'anciens de la CDU, les chrétiens-démocrates, le parti d'Angela Merkel. La présence d'éléments très hétérogènes lors des rassemblements permet d'isoler sur les images médiatiques quelques éléments habillés en sombre et plus virulents que d'autres. La manipulation joue donc à plein pot en France et en Europe, à tel point que l'ONU a appelé l'Europe à condamner les violences dites racistes via son haut-commissaire aux droits de l'homme, un certain Zeid Raad al-Hussein. Côté politique, la CDU de la chancelière allemande, à la tête du Land de Saxe, tente l'apaisement en proposant une traditionnelle minute de silence tout en jouant la carte de la diabolisation, tentant de discréditer ses adversaires politiques, en première ligne desquels l'AfD qui pèse tout de même 27% des électeurs en Saxe si l'on se réfère aux dernières élections fédérales de 2017. Le crime du migrant irakien à Chemnitz permettra peut-être une plus large prise de conscience allemande à propos de la crise migratoire, mais aussi concernant le parti pris des partis politiques modérés et des médias. 2 ans après les viols de Cologne, cachés par de nombreux responsables politiques et autres médias, l'histoire était proche de se répéter si l'information n'avait pas fuité. La colère outre-Rhin sera à observer de près, car si l'Allemagne venait à changer sa politique d'immigration, la dynamique européenne en la matière pourrait s'inverser. La France, elle, resterait une nouvelle fois sur le bas-côté de l'histoire.
L'été, saison de tous les dangers pour Emmanuel Macron, alors que la rentrée politique est imminente. L'heure du bilan des 2 derniers mois a sonné. Les affaires autour du président se sont multipliées au point de le fragiliser. Mais pour le moment, le Macron passe toujours entre les mains du filet. Les scandales et les polémiques s'enchaînent et se ressemblent autour du président de la République. Les affaires n'ont pas manqué pour rythmer les vacances. Dès le mois de juin, l'affaire de la vaisselle élyséenne a lancé la tendance. En effet, les locataires du palais avaient visiblement décidé de mettre les petits plats dans les grands, puisqu'un budget de 500 000 € a été alloué pour revoir la porcelaine présidentielle. Une décision perçue comme un véritable caprice par les Français, à qui le gouvernement ne cesse de demander de se serrer la ceinture. Mais le sentiment d'injustice ne s'arrête pas là, puisqu'il aura fallu compter sur la piscine de Brégançon, la maison de vacances du président de la République, pour éteindre la colère citoyenne. Une piscine certes modeste, puisqu'hors-sol comme son propriétaire, pour autant l'annonce a ajouté de l'eau au moulin de la colère des Français. Au rang des caprices, on peut également se souvenir de la fête de la musique à l'Élysée dont Jack Lang aurait été fier. On a ainsi pu voir le couple présidentiel se trémousser dans un genre de surprise party avec des travestis sur une musique aux paroles obscènes. L'entourage proche du président, notamment les membres du gouvernement, ont pour beaucoup apporté leur pierre à l'édifice en matière de polémique. D'abord avec Nicole Belloubet, le garde des Sceaux, qui, après avoir proposé l'installation de téléphones fixes dans les prisons, a montré les failles de son administration avec l'évasion de Redouane Faïd de la prison de Réau, en Seine-et-Marne. Une évasion rendue possible par l'absence de filet de sécurité dans la cour d'honneur, malgré le classement haute sécurité de la maison d'arrêt. Mais Nicole Belloubet, si elle a déploré l'évasion d'un assassin de policier, n'a pas jugé utile de démissionner. Personne, pas même le président, n'a songé à lui suggérer. Heureusement, la locataire de la place Vendôme a pu compter sur sa collègue de la culture, Françoise Nyssen, qui, après s'être félicitée tranquillement de l'obtention du prix Goncourt par un auteur d'Actes Sud, sa maison d'édition, doit désormais répondre d'accusations de travaux illégaux pour la même maison. Mais là encore, c'est passé. D'ailleurs, elle profitera de l'expertise d'Agnès Saad, ex-patronne de l'INA aux factures hallucinantes de taxi, cette dernière ayant été recasée dans un cabinet consacré à la lutte contre les discriminations du ministère de la rue de Valois. Là encore, le pouvoir secoué ne s'est pas noyé, préférant éluder les problèmes en attendant de passer à la prochaine polémique. Ainsi, Emmanuel Macron s'est plu à qualifier les Français de Gaulois réfractaires au changement depuis sa visite au Danemark. Le président, qui avait juré de ne pas parler de politique intérieure à l'étranger, a visiblement été frappé d'amnésie. Dans le même temps, alors que les qualifications n'ont pas ravi les citoyens, on apprenait un nouveau fait du prince, la nomination de Philippe Besson, un écrivain sans expérience internationale, au poste de consul de France à Las Vegas. Après tout, pourquoi se gêner si Emmanuel Macron l'a décidé? Il faut dire que l'auteur avait rédigé un ouvrage hagiographique sur le président, il méritait donc une place au soleil, à l'instar de Bertrand Delay, fidèle documentariste presque attitré du président, qui chapeaute désormais la chaîne parlementaire. Cette fin d'été aura également été rythmée par le départ de Nicolas Hulot, pour la plus grande surprise de ses collègues et du président, qui avait visiblement pris l'habitude d'essuyer leurs chaussures dessus, au point de penser que l'intéressé appréciait la manœuvre. Son départ sera le symbole de nombreux engagements non tenus d'Emmanuel Macron, qui vient de perdre dans l'opération la caution écologiste qu'il aura bien des peines à retrouver. Et pour finir, bien sûr, le feuilleton présidentiel de l'été ne pourrait être passé en revue en faisant l'impasse sur le meilleur épisode, l'affaire Benalla, où l'on découvrait au gré des révélations des relents de sac pasqualien avec un homme sans compétences particulières avérées, grenouillant dans le premier cercle du président à l'Élysée avec un sésame de la République et un passeport d'immunité. Finalement, pas de doute, cet été, Koh-Lanta a bel et bien cédé sa place au feuilleton de l'Élysée. La Chine tourne le dos à sa politique de contrôle des naissances. Près de 40 ans après la mise en application de la politique de l'enfant unique, l'empire du milieu tente d'anticiper la décroissance démographique qui lui semble promise. La Chine ne sera bientôt plus le pays de l'enfant unique, réputé comme tel depuis la mise en place de la politique publique de contrôle des naissances en 1979. Le pays de la Grande Muraille prépare un nouveau code civil qui devra être adopté en 2020 et dans lequel la page de la régulation sera définitivement tournée.
Une première étape avait déjà été franchie fin 2015 avec l'autorisation pour les couples mariés d'avoir un second enfant. Évidemment, pas davantage. Une autorisation que 50 millions de femmes avaient déjà eue avant 2015 en raison d'exceptions accordées aux familles rurales dont le premier enfant était une fille ou aux minorités ethniques notamment. Le nouveau texte ne fixerait en revanche pas de limitation au nombre d'enfants par foyer. Depuis près de 40 ans, le pays et ses familles vivaient au rythme d'une politique de planning familial faite d'avortements forcés, d'amendes et de stérilisation. Mais à présent, le risque n'est plus à la surpopulation. Après 4 décennies de politique de restriction, le pays est en proie à de nombreux déséquilibres démographiques, vieillissement de la population ou encore baisse de la proportion de femmes, de nombreuses familles ayant longtemps préféré avoir un garçon plutôt qu'une fille. Les efforts consentis ces dernières années pour un regain démographique n'ont cependant pas encore porté leurs fruits. Le nombre de naissances a ainsi stagné en 2017 à un niveau d'environ 17 millions de naissances. Et pour cause, les familles hésitent à s'agrandir du fait de l'augmentation des prix, une augmentation dans l'immobilier, mais aussi du fait du coût de l'éducation. Aujourd'hui, l'Empire du Milieu se sent en danger. Son voisin indien est en train de le dépasser démographiquement et pourrait prendre la tête des économies mondiales d'ici moins de 3 décennies. Et l'Inde ne sera pas le seul problème pour Pékin. En effet, en 2050, un demi-milliard de Chinois aura plus de 60 ans. Dans un contexte de progression fulgurante de la démographie mondiale, la Chine connaîtra donc un tassement de sa balance de population d'ici les années 2050, à l'image de tout le continent asiatique, tout le contraire du continent africain. L'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Attaque au couteau à Amsterdam. 2 personnes ont été blessées à la gare centrale de la ville néerlandaise. L'assaillant a été neutralisé, touché par balle. La gare a été brièvement fermée. Les enquêteurs se sont refusés à caractériser la nature de l'attaque tout en indiquant étudier tous les scénarios. Le successeur de Nicolas Hulot, connu d'ici à mardi, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a annoncé ce vendredi que le gouvernement serait au complet en début de semaine prochaine. Plusieurs noms sont évoqués pour succéder à M. Ushuaïa, Pascal Canfin, Sébastien Lecornu ou encore Daniel Cohn-Bendit. Ce remaniement pourrait également permettre au président de la République de se débarrasser du ministre de la Culture, Françoise Nyssen, qui fait l'objet d'une enquête pour des travaux présumés illégaux au sein de sa maison d'édition Actes Sud. Gérard Depardieu, accusé de viol. Une plainte à son encontre a été déposée le 27 août à Aix-en-Provence par une comédienne et danseuse âgée d'une vingtaine d'années. Elle a expliqué avoir été abusée sexuellement à 2 reprises par l'acteur en marge d'une répétition informelle pour une pièce de théâtre dans son hôtel particulier du 6e arrondissement de Paris. Le parquet d'Aix-en-Provence a immédiatement ouvert une enquête préliminaire avant de s'en dessaisir mercredi au profit du parquet de Paris. De son côté, le monument du cinéma français conteste formellement les faits. Le Festival pour l'école de la vie prépare sa 4e édition. L'événement aura lieu du 21 au 23 septembre à Montpellier. Au programme cette année, 40 conférences et 320 exposants, dont une dizaine d'écoles alternatives pour repenser l'éducation des enfants. Une véritable réussite qui n'étonne pas le créateur du festival, Julien Perron. Pour moi, ce qui est très grisant, c'est que ça justifie le fait qu'on est face à une population qui est en demande aussi d'informations. On est face à une population où on sent bien que les enfants aussi en ont marre d'aller à l'école. En tout cas, que l'école ne répond plus forcément à leurs besoins. Peut-être que c'est un constat très personnel, mais j'ai vraiment le sentiment que l'école n'a pas évolué en un siècle, qu'on est resté vraiment sur nos acquis et qu'on est face à une population qui est tellement différente de ce qu'on était avant qu'on ne peut pas proposer une éducation qui est identique à ce qu'on faisait il y a un siècle en arrière. Donc oui, les choses bougent au sein de l'éducation nationale, les choses bougent aussi de manière alternative, donc parce qu'il y a plein d'écoles qui se créent, mais il y a aussi beaucoup de professionnels qui proposent des solutions, mais c'est parce que justement il y a une demande autour de ça. Donc quelque part, c'est pas étonnant de passer de 600 personnes à 12 000 personnes parce que on fait tout ce constat, et c'est pas uniquement qu'en France, c'est à travers le monde. Moi, je me balade un peu partout dans le monde depuis une bonne vingtaine d'années et je dresse le même constat partout, quoi. On est face à une situation où on a envie que le système éducatif globalement change. Pour cette 4e édition, près de 15 000 personnes sont attendues.
C'est reparti pour la braderie de Lille. Samedi et dimanche, plus de 2 millions de visiteurs sont attendus pour le plus grand événement européen de ce type. Après avoir été annulé en 2016 en raison de la menace terroriste, l'édition 2018 sera une nouvelle fois placée sous très haute surveillance. 29 points de contrôle seront installés et 170 agents municipaux sécuriseront le site, alors que près de 10 000 exposants sont attendus. Toujours concernant la braderie de Lille, le bar identitaire La Citadelle profite de l'occasion pour faire sa rentrée. Une soirée patriote réservée aux adhérents sera organisée samedi soir. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine à la une. Prélèvement à la source, la réforme de trop. Ce soir, Immédiat fait sa rentrée. Michel Geoffroy et Hervé Grandchamp évoquent les bobards de l'été et les accusations d'homophobie à l'encontre de l'évêque de Rome. Et puis dimanche, Jean-Pierre Mogendre vous donne rendez-vous dans un terre de mission consacré au scandale sexuel qui frappe l'église outre-Atlantique. Que de bondieuserie cette fin de semaine. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. On salue notre camarade Naudin qui nous quitte. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir. Bonsoir. L'une des occasions les plus charmantes à Campagnol pour rencontrer du monde est le repas des producteurs de pays, qui est une sorte de kermesse le long de la rue centrale, où les producteurs donc de pâtés, de vins, de saucisses, de plats traditionnels sous vide viennent faire la démonstration de leur savoir-faire et vendent directement leurs produits qu'ils vous servent avec des couverts en plastique. Il y a là un orchestre assez discret pendant le repas, dont les accents se renforcent au dessert, mais au dessert, l'essentiel est déjà dit, et l'essentiel, ce soir-là, ça a été une anecdote que j'ai entendue de mes voisins, une infirmière qui travaillait à l'hôpital de la ville voisine, et un agent immobilier qui, par définition, court le pays et qui connaît toutes les rumeurs. Alors récemment, cet agent immobilier, un homme assez pittoresque avec une grosse moustache, a beaucoup fréquenté les militaires du camp voisin de chez nous parce qu'il avait des maisons d'un petit lotissement à proposer aux gradés. Et il nous a raconté que l'atmosphère dans la ville voisine était devenue épouvantable récemment, surtout la nuit, parce que des bandes ethniques s'affrontaient, puis affrontaient la police et que ça allait jusqu'au coup de feu. Une pétition circulait pour dire que ça ne pouvait plus durer. Un incident avait mis aux prises 2 jeunes militaires du camp qui étaient là en terrasse, avec une trentaine de ressortissants quand même, de pays assez improbables. L'un des jeunes soldats avait réussi à s'échapper assez vite, mais l'autre avait été littéralement lynché sans aucune intervention des clients du bar. Un bras cassé, 2 jours de coma, l'enquête de police n'avait rien donné, mais l'histoire a une suite, figurez-vous. Et il se trouve qu'à la table où je me trouvais, cette suite a été confirmée par 2 témoins, le beau-frère du serveur du café central, la fameuse infirmière. Donc notre agent immobilier a raconté que l'un des gradés du camp a dit au rescapé indemne, là, plutôt que s'il voulait monter une opération de représailles, parce qu'il paraît qu'il avait mémorisé tous les visages, eh ben il lui a dit, moi j'ai pas mémorisé notre entretien, tu peux faire le nécessaire en assurant tes sécurités, je m'arrangerai pour faire coïncider les jours de perme si tu t'entends avec tes hommes. Et voilà donc monté de façon assez informelle un véritable petit commando qui est parti dans 2 voitures et qui a retrouvé les auteurs des fameuses violences en Réunion au centre-ville. Les participants à l'opération, pour employer un euphémisme, étaient 4 en civil, cagoulés, et j'ai pas eu tous les détails, mais apparemment à 4, ils ont quand même réussi à fracasser, selon le mot employé à table, 20 personnes en allant s'exposer directement à leur provocation au pied des immeubles où ils habitaient, pour s'échapper ensuite selon un plan précis qui consistait à dévaler des ruelles étroites et des escaliers pour être recueillis en bas par 2 voitures séparées le long de la rivière à un endroit où il n'y avait pas de caméra et pour remonter vers le camp militaire à 3 heures du matin par une route secondaire pour éviter un éventuel contrôle de gendarmerie.
Alors la suite, l'extrême suite nous a été racontée par la fameuse infirmière qui a dit « On a vu arriver plus d'une dizaine de types quand même extrêmement abîmés aux urgences à partir de 6 heures. » Et le beau-frère du garçon de café du Café Central, là, a dit que c'est quand même malheureux, mais depuis cette nuit-là, la bande qui terrorisait les passants autour de la fontaine sous les platanes a entièrement disparu. On dit que certaines familles sont même parties suite à ça. J'ai l'impression que les militaires ont été assez clairs et assez fermes sur ce qui attendait les mecs s'ils continuaient. Eh ben, ils n'ont pas continué. Alors quand tu dis, me dit-il dans le Midi Libre, que les riverains signent des pétitions contre les incivilités pour les adresser ensuite à un sous-préfet débordé évidemment, qui change de poste en plus dans 6 mois, je me demande, a-t-il dit, si c'est la bonne méthode. Eh bien, nous nous le demanderons avec lui. Ça s'appelle Campagnol TV et ça se trouve notamment sur YouTube.